Donc, le corps humain a beaucoup de similitudes avec l'océan, parce que l'océan est un milieu vivant, et c'est ce que va nous expliquer en partie le professeur Sempere, qui va nous expliquer comment, en fait, le globule blanc, qui est une de nos cellules immunitaires les plus importantes, survit le mieux en eau de mer. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, vous allez vous rendre compte tout de suite que je ne suis pas français. Alors, mon accent, ce n'est pas le mien, le même que le vôtre, mais j'essayerai de faire mon mieux tout au long. Et vous allez me permettre, s'il vous plaît, quelques instants pour vous faire un petit rappel de comment se développe une réponse immuno-inflammatoire qu'on peut qualifier de normale, comme normale. D'abord, nous avons besoin d'un pathogène. Vous le voyez ici, des bactéries par exemple. Ces bactéries, lorsqu'elles sont rentrées, elles vont provoquer une blessure sur le tissu. Et cette blessure va stimuler une cascade de protéines qu'on appelle le système du complément. Il y a certaines de ces protéines qui vont tuer directement les bactéries, mais il y a des autres, tels que le C3A ou le C5A, que vous voyez là-bas, qui vont se conduire comme des anaphylotoxines. C'est-à-dire, elles vont provoquer une dilatation vasculaire et une augmentation de la perméabilité, de telle façon qu'il y a chaque fois plus de cellules qui vont arriver avec le sang, et grâce à l'augmentation de la perméabilité, ces cellules pourront quitter les vaisseaux sanguins sans problème pour se diriger à travers du tissu vers le pathogène. Les premières cellules qui sortent, comme vous voyez là-bas, sont les granulocytes. Et puis un peu plus tard, ce sont les monocytes. Et finalement, les lymphocytes, tels que vous voyez là-bas. Pendant tout ce procès, il y a certaines protéines qui sont libérées, telles que celles que vous voyez ici, qui s'appellent cytokines. Pour que vous ayez une idée, les cytokines, ce sont comme des messages qui vont permettre aux cellules du système immunitaire de se communiquer entre elles sans avoir besoin de contacter les unes avec les autres. Ces protéines ont beaucoup de propriétés, mais il y a une qui est très importante, et c'est l'habilité qu'elles ont pour augmenter ce que nous appelons l'expression sur la surface de cette cellule des adhésines, des molécules d'adhésion. Ce serait comme une espèce de crochet qui vont apparaître sur la surface de cette cellule et qui va leur permettre de se fixer plus facilement à l'endothélium vasculaire pour pouvoir quitter le vaisseau sanguin pour se diriger vers les pathogènes. Tout le monde me suit? Oui? D'accord. Alors, maintenant nous avons ici tout ce qu'on a besoin pour avoir une réponse immunitaire normale. On va essayer d'augmenter cette R pour voir qu'est-ce qu'il se passe là-bas. Alors, ici vous voyez, en haut vous voyez un macrophage. Le macrophage vient de phagocyter une bactérie qui est processée dans l'intérieur de cette cellule et finalement va être présentée la bactérie à une autre cellule qui est en bas, qui s'appelle le lymphocyte T. TH vient de l'anglais helper. En espagnol et en français, c'est le lymphocyte T auxiliaire. On peut dire de cette cellule qui sont le chef d'orchestre de la réponse immunitaire. C'est-à-dire que ce sont les cellules qui vont donner les ordres à tout le reste des cellules du système immunitaire pour leur dire qu'est-ce qu'elles doivent faire à chaque instant. Et cette cellule sont caractérisées parce qu'elles expriment sur la surface une protéine qui s'appelle le CD4. Alors, on peut dire de cette cellule qui sont CD4 positives. Nous avons deux types de lymphocytes TH, T auxiliaire. Nous avons deux types différents. D'un côté, nous avons le TH1 et de l'autre côté, le TH2. Les TH1 se caractérisent parce qu'ils produisent, ils sécrètent cette cytokine que vous voyez ici,
IL-2 par exemple, interféron gamma, tandis que l'autre population sécrète d'autres cytokines différentes, telles que le IL-4 ou le IL-10. En principe, dans un individu sain, il y a un équilibre, un complet équilibre avec les deux populations. Mais cet équilibre peut se casser. Quand est-ce que va se casser cet équilibre? Lorsqu'un pathogène va rentrer. Si le pathogène qui rentre, c'est un virus, par exemple, un pathogène d'origine intracellulaire, l'équilibre va se déplacer vers une réponse immunitaire TH1, que c'est précisément la réponse dont nous avons besoin pour pouvoir tuer comme il faut au virus, pour pouvoir faire disparaître ce virus. Alors cette population va sécréter cette cytokine que vous voyez ici, et cette cytokine va faire que d'autres cellules du système immunitaire, telles que les lymphocytes T cytotoxiques que vous voyez en bas, ou les cytocytes naturels que vous voyez en haut, produisent ou sécrètent au milieu le contenu des granules qu'elles ont à l'intérieur pour tuer finalement la cellule qui a été infectée pour le virus. C'est ce que nous appelons l'immunité cellulaire. De l'autre côté, si le pathogène qui rentre, c'est un pathogène d'origine extracellulaire, tel que la plupart des bactéries, par exemple, ou des champignons, cet équilibre va se déplacer dans l'autre côté, vers une réponse, si vous voulez exagérer, TH2 positive. Cette cellule cette chef d'orchestre vont commencer à jouer la musique, et cette musique va être la sécrétion de cette cytokine que vous voyez ici. Et cette cytokine, au lieu de stimuler les cellules cytocytes naturelles ou les lymphocytes T cytotoxiques dont je viens de vous parler, dans ce cas, les cellules qui vont être stimulées sont les lymphocytes B. Cette cellule vont se transformer dans des cellules plasmatiques qui vont produire sans arrêter immunoglobulines, telles que celles que vous voyez ici, qui seront capables d'éliminer le pathogène extracellulaire. C'est ce que nous appelons une réponse immunitaire humorale. Et on peut compliquer tout ce procès, tout ce qu'on veut. Ici, vous avez les deux populations dont je viens de vous parler. Ici, TH1 et TH2. On connaît aussi une troisième population, que nous appelons TH17, qui a été impliquée dans plusieurs maladies, auto-immunes surtout, telles que l'arthrite rhumatoïde. Et si on veut encore compliquer plus, nous avons aussi une quatrième population que nous appelons les cellules T régulatrices. Ces cellules vont donner des ordres au chef d'orchestre. Alors on pourrait dire de ces cellules qui sont les plus importantes du système immunitaire. Bon, dans tout ce contexte, nous avons commencé à travailler ensemble, l'Université d'Alicante et le laboratoire Quinton, parce que les responsables des laboratoires s'étaient rendus compte depuis longtemps que la thérapie avec l'ODMR était une technique de nutrition cellulaire qui était approuvée par plus de 100 ans aux hôpitaux français et que l'ODMR avait été utilisée dans plusieurs maladies qu'en principe n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Alors, ils ont pensé qu'il devait y avoir un lien commun à toutes ces maladies qui permettrait d'expliquer cet effet général de l'ODMR. Ils ont bien pensé que cet effet général pouvait être un effet sur le système immunitaire. C'est pour ça qu'ils ont décidé de me contacter et nous avons commencé à travailler pour faire la recherche que je vais vous montrer tout de suite. Il faut tenir en compte, et vous savez bien, que l'ODMR contient de nombreux minéraux, antioxydants et immunomodulateurs, tels que le sélénium, le silicium et le zinc, parmi autres. Il y a d'autres minéraux, je me trompe avec le bouton, il y a d'autres minéraux tels que le sodium et le chlore qui sont essentiels, comme vous savez, pour le fonctionnement normal de toutes les cellules de l'organisme, y compris bien entendu les cellules impliquées dans la réponse immunitaire. Il y a d'autres qui sont moins abondants, tels que le calcium et le magnésium,
mais qui sont très importants parce qu'ils sont intimement impliqués dans la plupart des mécanismes que le système immunitaire utilise couramment pour mener à bien la plupart de ses fonctions. Par exemple, pour augmenter l'expression des adhésines dont je viens de vous parler il y a quelques instants. Et en plus, il ne faut pas oublier le phytoplancton, générateur primaire des minéraux, et le zooplancton, qui se nourrit de phytoplancton et qui est considéré le générateur le plus important d'autres éléments biodisponibles tels que le sucre, les acides aminés et les vitamines. Ce que nous avons voulu essayer, ça a été vérifier l'activité une potentielle activité immunomodulatrice de solutions isotoniques et hypertoniques Kenton in vitro et in vivo sur les humains sains. Pour faire ça, on a développé des études in vitro et des études in vivo. Par rapport aux études in vitro, la première chose qu'on a fait, c'est mettre en culture des cellules du système immunitaire. Nous avons séparé lymphocytes et monocytes. Et nous les avons mis en culture avec le RPMI. C'est un milieu de culture le plus connu, si vous voulez, le plus important. C'est utilisé dans tout le monde. Et on peut dire de ce milieu de culture que c'est le meilleur. Et en plus, de l'autre côté, nous avons fait le même, mais au lieu d'utiliser le RPMI, nous avons utilisé d'un côté le sérum physiologique, le sérum que vous pouvez trouver dans les pharmacies, et de l'autre côté, solution isotonique Kenton et solution hypertonique Kenton. Pour les études in vitro, il nous a fallu écarter évidemment la solution hypertonique parce que les seuls mouraient très vite. Alors, nous avons continué les études qu'avec la solution isotonique et le reste des milieux de culture dont je viens de vous parler. Cette image, ici vous voyez des cellules du système immunitaire, lymphocytes et monocytes. Ce sont des agrégats qu'elles forment lorsqu'elles prolifèrent en culture. Mais pour qu'elles peuvent proliférer, ils ont besoin d'abord d'un produit qui est marqué en bleu ici, qui va activer d'abord cette cellule pour qu'elles peuvent proliférer. Nous avons utilisé de différentes substances, de différents produits, tels que le phytomagglutinin, ester de Forbol ou des antigènes, pour stimuler cette cellule dans de différentes circonstances. Ici, sur la gauche, vous voyez des cellules qui étaient cultivées dans le RPMI, le meilleur milieu de culture, le plus connu. Vous voyez, vous pouvez voir des agrégats de différentes tailles et en différents numéros, selon le mitogène qu'on a utilisé pour stimuler, pour activer cette cellule. Ici, dans ce cas, vous voyez contrôle, ce sont les mêmes cellules, mais sans aucun stimulus, sans aucun mitogène. Alors, on ne voit pas aucune prolifération ici. Si vous voyez dans ce côté, si vous regardez ici, nous avons les mêmes cellules, mais au lieu d'être cultivées avec le RPMI, elles ont été cultivées avec l'ISO. Alors, cette cellule, ces agrégats se ressemblent beaucoup à ces agrégats. Évidemment, sont beaucoup plus petits, mais il faut que je sois honnête avec vous. Et je n'attendais pas une grande chose, parce que je n'avais jamais travaillé avec l'eau de mer avant, et je n'attendais pas à trouver ça, vraiment. Alors, vous voyez exactement le même, des agrégats cellulaires qui se ressemblent beaucoup à ceux-ci, et les images que vous voyez ici se ressemblent aussi à ces images d'ici, avec des agrégats toujours plus petits, mais il y a des agrégats partout. Et en plus, il y a une chose très importante pour moi. Ici, vous voyez les cellules contrôle. Ce sont des cellules qui n'ont pas aucun stimulus dans le milieu. Et on dirait que l'eau de mer, la solution isotonique Kenton, par elle-même, a quelque chose qui permet d'activer cette cellule de telle façon que dans cette cellule contrôle, on peut trouver une certaine prolifération qu'on ne pouvait pas trouver dans les cellules qui étaient cultivées avec le RPMI. Et le plus important, c'est que, si vous voyez au milieu,
ce sont les cellules qui ont été cultivées avec le sérum physiologique, sérum saline. On n'a pas aucune prolifération. Tout à fait le contraire de ce qu'il devient ici. On peut mesurer cette cellule dont je viens de vous montrer. Et on peut passer sur cellule sur le cytomètre en flux, dont le collègue qui m'a précédé vient de vous parler. C'est une machine qui permet de reconnaître les différentes caractéristiques d'une seule cellule. Alors, ici, vous voyez différents points rouges. Il faut tenir en compte que chaque point rouge que vous voyez ici se correspond avec une seule cellule. D'accord ? Donc, la première chose qu'il faut faire quand on veut travailler avec une population cellulaire, c'est faire une sélection de cette population. Et c'est précisément ce que nous venons de faire ici. Sélectionner la population avec laquelle on veut travailler. Ce sont des images du cytomètre en flux aussi. Ici, à gauche, vous voyez des cellules du système immunitaire qui sont CD3 positives. Ça veut dire que toute cette population se correspond avec la population de lymphocytes T, en général, de tous les lymphocytes T. Pas seulement le chef d'orchestre, elles sont toutes dedans. Alors, ici, en haut, vous voyez les cellules qui n'ont pas été stimulées avec aucun mitogène. Et ici, vous voyez le même, mais avec un stimulus, tel que la phytomagglutinin, par exemple. Cette cellule que vous voyez ici, ce sont des cellules qui sont CD3 positives, c'est-à-dire ce sont des lymphocytes T, mais qui elles expriment aussi sur la surface un marqueur d'activation, que c'est le très connu, qui s'appelle le CD25. CD25. Alors, cette cellule d'ici seront CD3 positives, CD25 positives, c'est-à-dire elles ont été activées. Si vous voyez ici, il y a une espèce d'image en miroir. L'activation c'est plus petite, comme on attendait que ça serait là, comme ça, parce qu'on était en train, n'oubliez pas, de comparer les résultats avec le meilleur milieu de culture utilisé dans tout le monde. D'accord ? On voit aussi cellules qui sont CD25 positives ici, tandis qu'avec les cellules qui ont été cultivées avec le sérum physiologique, on voit, si vous voulez, quelques points là-bas, mais il n'y a pas eu à peine prolifération ou activation cellulaire. Sérum physiologique, quinton isotonique et le RPMI. Ça, ce que je vais vous montrer ici, c'est une image qui se ressemble beaucoup à l'image que je viens de vous montrer. Mais ici, ce que nous sommes en train de mesurer, au lieu de mesurer toutes les cellules T, toutes les lymphocytes T, ici, nous voulons mesurer seulement les chefs d'orchestre, celles qui expriment sur la surface l'antigène membranaire CD4. Alors, ce que nous avons fait ici, si vous voulez, ça serait des cellules CD4 positives, c'est-à-dire chefs d'orchestre. Et ici, vous voyez toutes les cellules, si vous voulez, qui sont ici et qui expriment cette cytokine. Ce sont des cytokines, les cytokines dont je vous ai parlé il y a quelques instants, vous vous rappelez, quand je vous ai montré la première image d'une réponse immuno-inflammatoire normale. Alors, cette cytokine d'ici, elle s'appelle Tumor Necrosis Factor, le facteur de nécrose tumorale. Si vous voyez ici le pourcentage des chefs d'orchestre qui expriment sur la surface TNF-alpha, vous voyez, si vous additionnez à peu près 22% des cellules qui expriment cette cytokine, si elles ont été cultivées avec le RPMI, tandis que si elles ont été cultivées avec le quinton isotonique, nous avons ici presque 21, 9, 30. Un 30%. Nous avons un 8% de cellules plus qu'ici qui expriment cette cytokine. Il devient le même si au lieu de mesurer le TNF-alpha, nous mesurons une autre cytokine très impliquée, telle qu'à l'intérieur, dans l'immunité cellulaire. Ça s'appelle la interleukine 2. Ici, vous voyez le pourcentage des cellules, des chefs d'orchestre qui expriment interleukine 2, à peu près 23, 29, 30%. Ici, nous avons 35-36%. Une augmentation des cellules qui expriment IL-2 par rapport aux cellules qui expriment le même marqueur, mais qui étaient cultivées avec le RPMI au lieu d'avec la solution quinton.
Et pour nous, le plus important, ça a été ici. Nous l'avons trouvé ici, sur cette cytokine, l'interféron gamma. C'est un des cytokines les plus importants impliqués dans la réponse immunitaire cellulaire. Si vous additionnez de nouveau le pourcentage de ces deux cadrans, chef d'orchestre, expression de interféron gamma, nous avons ici presque un 4%, 4,2, 6,5%. Et ici, nous avons 9 et presque un 4, 13%. Alors, on a doublé la population ici des cellules qui sont capables d'exprimer sur la surface, pas sur la surface, dedans, et pourtant de sécréter après, cette cytokine que vous voyez ici, l'interféron gamma. Ça nous a vraiment étonnés parce que ce n'est pas normal de trouver des résultats comme ceux que je viens de vous montrer. Et dans cette image, je vais vous montrer les résultats de l'étude que nous avons faite. Dans ce cas, nous n'avons pas utilisé de cellules séparées. Cette étude, il a été fait avec du sang complet. Alors, ce que nous avons fait, c'est mélanger du sang complet avec RPMI, avec quinton isotonique et avec sérum physiologique, avec du sérum physiologique. Si vous voyez ici, ce que nous sommes en train de mesurer ici, c'est libération d'hémoglobine au milieu des cultures, et pourtant morte des hématies. Si vous regardez cette image en bleu, ce correspond avec les cellules, le sang complet qui a été cultivé avec le RPMI. Vous voyez qu'il n'y a pas à peine libération d'hémoglobine jusqu'à arriver à 48 heures à peu près de culture. Ici, vous avez la culture tout au long de 96 heures, 4 jours de culture. Ici, vous voyez qu'à partir de 48 heures, ça commence à augmenter, c'est-à-dire l'hémoglobine commence à être libérée et pourtant les hématies commencent à mourir. En vert, vous voyez le même, mais avec les cellules, avec le sang qui a été cultivé et avec du sérum physiologique. Vous voyez qu'à partir de 24 heures à peu près, ça commence à avoir une libération d'hémoglobine et après, il y a une libération exponentielle, si vous voulez, et très vite d'hémoglobine jusqu'au bout du culture. Tandis qu'avec les cellules qui ont été cultivées avec le quinton isotonique en rouge, regardez l'image. Il n'y a pas eu à peine libération d'hémoglobine tout au long de la culture, pendant les 96 heures. Nous avons encore augmenté le temps de culture 2 jours de plus et les cellules restaient pareilles, telles que vous voyez ici. Par rapport aux études in vivo, ce que nous avons fait, c'est nous avons pris un groupe de 15 personnes, 15 étudiants sains. On leur a extrait du sang à 8 heures du matin. Après, ils ont pris 2 ampoules, en ce cas de quinton hypertonique, pas isotonique. Tout d'un coup, 2 ampoules. 2 heures après, ils ont pris 2 ampoules de plus. Et 2 heures après, encore 2 ampoules. Alors, ils ont pris 6 ampoules en total pendant une période à peu près de 6 heures. À 2 heures de l'après-midi, on leur a extrait du sang de nouveau et on a comparé les résultats pré avec le post. Et je vais vous montrer ce que nous avons trouvé. Cette image, c'était seulement pour vous rappeler, ici, c'est un vaisseau sanguin, vous pouvez deviner, ce sont les cellules du système immunitaire qui sont dedans. Et pour pouvoir quitter le vaisseau sanguin, il faut d'abord qu'elle commence à exprimer sur la surface cette adhésion dont je vous ai parlé avant, molécule d'adhésion, qui va leur permettre de se fixer finalement à l'endothélium vasculaire. Elles vont commencer à rouler sur l'endothélium jusqu'à ce qu'elles vont trouver un trou par lequel ils pourront passer et se diriger à travers du tissu vers le pathogène, jusqu'à arriver au pathogène, pour pouvoir lutter contre lui. Cette image, c'était pour vous montrer le résultat des 3 populations cellulaires du sang. D'un côté, les granulocytes en bleu, lymphocytes en rose et le monocyte en jaune. Vous voyez ici que ici vous avez le pré, avant de prendre les ampoules, et le résultat après d'avoir pris 6 ampoules. Ici, vous voyez une légère augmentation des granulocytes. Vous voyez aussi une très légère diminution de monocytes,
tandis que le lymphocyte reste à peu près le même tout au long de l'étude. Ce que nous avons voulu, c'est faire à peu près la même chose que nous avions fait dans les études in vitro, c'est-à-dire mesurer quelques marqueurs, quelques antigènes membranaires d'activation, tels que le 25 que vous voyez ici, ou un autre que nous appelons, 45RO. Alors, ici en bleu, vous avez l'image pré, avant d'avoir pris les ampoules, et en rouge, vous avez les images post, après avoir pris les ampoules. Il y a une augmentation des cellules, des chefs d'orchestre en ce cas, qui vont s'activer, parce qu'ils expriment le CD25, et elles expriment aussi d'autres marqueurs d'activation, tels que le CD45AO. Si vous voyez ici, cette image se correspond avec des cellules que nous appelons naïves. Ce sont des cellules vierges, des cellules qui n'ont pas été encore activées. Alors, cette cellule qui n'ont pas été encore activée, normalement, expresse ces marqueurs que vous voyez ici, le 45RA. Quand elle s'active, elle perd ces marqueurs, elle commence à exprimer le 45RO. Si vous voyez, on dirait que la plupart de ces cellules que vous voyez ici, si vous tenez en compte le pourcentage, passent à ce groupe d'ici. C'est-à-dire que ces cellules sont en train de s'activer grâce à la solution hypertonique Kenton. Ici, ce que nous sommes en train de mesurer, c'est l'expression de molécules d'adhésion, des adhésines. Non, pardon, le même, c'est aussi des marqueurs d'activation. Le 45RO, mais au lieu de sur le lymphocyte, dans ce cas sur le monocyte et sur le granulocyte. On voit le même. Il y a une légère augmentation dans le cas du monocyte, dans le post, et ici, une augmentation un peu plus grande dans le cas de granulocyte. Si au lieu de mesurer les marqueurs d'activation, nous mesurons l'expression des adhésines, dans ce cas de nouveau sur le lymphocyte, si vous voyez ici à gauche, rappelez-vous, pré et post, si nous mesurons l'expression de cet marqueur, CD11V, c'est une sélectine, une intégrine, de la famille des intégrines des adhésines, il y a une très légère augmentation dans le post par rapport au pré. Mais si nous mesurons deux adhésines en même temps, il y a une augmentation plus grande dans le post par rapport au pré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de cellules qui expriment ces marqueurs sur la surface, qui va leur permettre de pouvoir se déplacer par tous les endroits dans l'organisme. Et finalement, je suis en train de finir. Ici, vous voyez le même, mais au lieu de sur le lymphocyte, de nouveau sur le monocyte et les granulocytes. Nous avons mesuré une molécule d'adhésion des familles des intégrines, le CD11A, une autre, aussi des familles des intégrines, CD18, et finalement deux ensembles. Une des familles des intégrines et une autre d'une autre famille, des sélectines. Deux ensembles. Ce sont les résultats du pré, ce sont les résultats du post. Ici, vous voyez une augmentation du pourcentage de cellules qui expriment cette molécule d'adhésion dans le post. Ici, le post, c'est en rose, rappelez-vous. Ici, vous voyez le même par rapport à cette molécule d'adhésion. Et cette augmentation est encore plus grande si on mesure deux adhésines en même temps. Rappelez-vous, il y a une augmentation très importante de cette molécule d'adhésion. C'est-à-dire, ces cellules seront plus prêtes pour pouvoir mener à bien ses fonctions dans l'organisme. Et pour finir, les conclusions de notre étude, les cellules mononucléées du sang périphérique cultivées in vitro avec la solution Kenton isotonique maintiennent leur morphologie et viabilité tout au long de 4 jours de temps de culture. L'ISO se conduit d'une façon identique au milieu de culture, RPMI, quant à l'agrégation, prolifération et activation cellulaire. D'ailleurs, la présence des agrégats cellulaires dans la solution contrôle, laquelle n'avait pas aucun mitogène, montre qu'elle semble capable de produire un certain degré d'activation cellulaire par elle-même, en particulier sur les chefs d'orchestre, lymphocytes TCD4 positifs. Les cellules cultivées avec ISO versus celles qui ont été cultivées avec le RPMI
montrent une augmentation de l'expression intracellulaire de certaines cytokines qui sont directement liées à l'activation de l'immunité cellulaire. Le kenton isotonique a un clair effet protecteur sur les hématites, tel que je vous ai montré, et tel qu'on peut conclure de l'absence de libération d'hémoglobine au milieu pendant les 96 heures de temps de culture. Cela implique le point de départ de futures études in vitro et in vivo avec le produit pour même chercher un bénéfice potentiel, pourquoi pas, sur la préservation des organes. Par rapport au kenton hypertonique, on a vu qu'il augmente l'activation leucocytaire in vivo et a aussi un effet modulateur sur l'expression de certaines molécules d'adhésion, telles que les intégrines et les sélectines. Et ma dernière diapositive, les conclusions, si vous voulez, générales, c'est que la bonne tolérance montrée par les lymphocytes et les monocytes cultivés in vitro avec la solution kenton. La bonne tolérance de la solution démontrée aussi in vivo et ses différentes activités immunomodulatrices en font du produit un candidat fort pour être testé in vitro et in vivo sur des pathologies diverses, allergiques, infectieuses, neurodégénératives, auto-immunes, dans lesquelles une immunité altérée peut jouer un rôle important dans leur pathogénèse. Dans un proche à venir, la solution pourrait être utilisée dans le traitement de ces maladies, seule ou en combinaison avec des médicaments conventionnels pour les mêmes, dans le but de réduire les effets secondaires possibles de ces médicaments ou, en d'autres termes, d'améliorer leur tolérance. Merci bien de votre attention. Merci.